Julia et Bastien. Introduction. Dans le cadre du groupe Mémoire et Paix, auquel j'ai participé activement dès mes 14 ans au sein de mon collège, à la recherche de réponses sur les horreurs du monde autour de moi et celles du passé qui semblaient se répéter, j'ai participé à plusieurs séjours et visites organisés par mon professeur dans d'anciens camps de concentration et d'extermination d'Europe et de l'Allemagne nazie pour des groupes de jeunes volontaires accompagnés d'anciens rescapés. Julia et Bastien est un récit né d'une inspiration en lien avec le thème Naissance, choisi pour le concours de l'année 1999, La Fureur de lire, organisé toutes les années par le ministère de l'Enseignement de la Communauté française de Belgique. Ce récit est nourri par ce que j'ai vu et entendu lors de mes premiers pèlerinages au cœur de l'horreur et des camps de Ravensbrück et Sachsenhausen, proches de Berlin, ainsi que des récits de Mouchka, Nettie, Tina et bien d'autres qui nous ont raconté ce qu'ils y ont vécu. Cette nouvelle, je l'avais écrite consciemment dans un but de résilience pour moi et souligner qu'il y avait aussi des miracles et de belles fins, même au cœur de l'atrocité, et donner de l'espoir. C'est ce que savaient faire les anciens quand ils nous transmettaient leurs histoires. Par contre, nos professeurs, les historiens, journalistes, qui n'en avaient pas vécu un seul instant, ces personnes qui racontaient pour raconter et avoir de l'attention, ils ne savaient plus donner de l'espoir. Ils ressassaient des faits entendus, mais ne les avaient pas vécus, souvent tournés sur les horreurs et les aspects négatifs, mais ne sachant pas transmettre le processus qui avait gardé les personnes humaines au sein de l'horreur. Ces orateurs ne savaient pas raconter les simples moments vécus, qui les avaient gardés humains ainsi que les détails qui maintenaient l'espoir éveillé. Cette nouvelle a terminé dans le classement final, méritant le premier prix, mais je n'ai pas eu le podium, car elle semblait ne pas correspondre pour certains membres du jury à une diffusion sur les ondes radio, même si elle avait été jugée d'une très grande qualité. Aujourd'hui, je veux la publier car ce récit c'était pour moi une manière de sensibiliser sur l'aspect sombre de ce monde, sur l'importance de ne pas oublier les leçons du passé, pour surtout nourrir l'espoir qu'on peut rendre l'avenir possible au-delà de leur monde d'horreur et de terreur, que la vie toujours peut prendre le dessus et que de belles choses peuvent naître. Oublier nous condamne à revivre l'histoire. Ne pas oublier les leçons du passé. Les positives étaient primordiales également à transmettre dans un souci d'évolution. Nos anciens sont désormais tous décédés. Il est aussi dès lors primordial que je laisse ce message pour garder l'entièreté de leur témoignage. Des histoires qui se finissaient bien dans les camps et les horreurs si on prend du recul maintenant avec le temps, il y en a eu aussi de très belles. Je voulais qu'on puisse ne pas les oublier, et j'en ai inventé une. Il y en aurait eu bien d'autres possibles. Enfermée dans le passé, alors je me suis permise de tenter d'ouvrir des possibles pour continuer et aller de l'avant grâce à leurs leçons, et non pour sombrer dedans. Julia et Bastien. La longue colonne noire descendait alors une route bordant un lac vide, sans vie, comme tout le paysage avoisinant. Apparut ce grand bâtiment sale et noir, ces cheminées qui ne cessaient de cracher de la fumée, et cette impression de mort qui vous pesait sur les épaules, qui vous étouffait et qui peu à peu vous enlevait le moindre espoir de vie. La colonne était constituée essentiellement de femmes et d'enfants, entourés de soldats casqués et habillés d'un long manteau kaki et arborant la croix gammée. Julia ne sentait plus ses pieds depuis ce qui lui semblait une éternité. Ce voyage horrible, poussé dans un wagon à bestiaux, sans boire ni manger, cette interminable route où plusieurs femmes furent abattues pour avoir seulement ralenti la marche. Julia a 19 ans. Nous sommes en septembre 1944.
La guerre dure depuis plus ou moins 3 ans et on n'en voit pas la fin. Julia, avant d'être arrêtée, avait vu son père et ses frères partir un à un sans jamais recevoir de nouvelles. Sa mère fut arrêtée pour fait de résistance et Julia avait continué le travail de celle-ci en compagnie de celui qu'elle allait épouser, mais une semaine plus tard, elle aussi fut arrêtée. Elle passa 4 jours à la prison de Saint-Gilles, d'où, chaque matin, elle était emmenée vers les caves de la Gestapo avenue Louise, pour y subir des interrogatoires souvent bien corsés. On la condamna pour trahison au Grand Reich, et elle fut envoyée par convoi vers une destination inconnue, car personne ne voulait leur dire où elles allaient ni quand elles reviendraient. On les fit entrer par un grand porche. On sépara les enfants et les vieilles des femmes d'âge moyen, et on emmena les premières dans une cour reculée. On entendit quelques cris et quelques pleurs. Des femmes et des enfants s'agrippaient, mais les SS les séparèrent et emmenèrent les enfants, dont plus personne ne retrouvera la trace. La fumée noire qu'elles avaient aperçue avant d'entrer sera bientôt celle de leurs enfants et de leur grand-mère. Julia se retrouva donc au milieu de la grande cour, où, mise en rang, on leur ordonna de se dénuder devant le regard des SS regroupés pour la circonstance. Un médecin passa dans les rangs, examina chaque femme et envoya les plus faibles rejoindre les enfants. Aucune ne savait que les enfants, les vieilles et les plus faibles seraient gazés, brûlés et leurs cendres jetées dans le lac qu'elles venaient de longer. Mais chacune sentait qu'il leur faudra être exceptionnellement forte pour résister dans cet univers de mort. Une à une, elles furent rasées entièrement et, après être restées nues des heures durant, elles reçurent une robe rayée bleue et grise, un foulard blanc et une paire de claquettes. Julia ne savait plus quoi penser. Elle venait de voir ces belles mèches blondes dont elle avait toujours été si fière, tomber sur le sol une à une. Julia n'oubliera jamais le regard de ses compagnes humiliées, réduites à l'état d'animal qui ne savait plus que baisser la tête sous la pluie fine qui commençait à tomber. Après leur avoir imposé des numéros, leur seule identité au camp, ils les chassèrent vers les baraques en bois. Elles furent assommées par les odeurs pestilentielles d'un mélange d'urine, de sel et de putréfaction qui se dégageait des 2000 femmes entassées. Julia se dirigea vers un chalit, mais elle sentit une douleur lancinante dans le bas des reins et entendit « C'est déjà pris, casse-toi ». Il ne restait plus de couchettes. Une femme s'agrippa alors à elle. « Il faut être au moins 2 pour s'en sortir. Viens avec moi et je t'expliquerai les règles de la survie. » Julia suivit cette femme, sûrement plus grande qu'elle n'en paraissait, mais la faim, le froid et la honte l'avaient réduite en un squelette qui, de jour en jour, se recroquevillait de plus en plus. Cette nouvelle amie de fortune avait des yeux verts, un visage allongé et des cernes qui se dessinaient très nettement, mais, par sa voix, Julia devina qu'elle ne devait pas avoir plus de 30 ans. Elle l'emmena un peu plus loin vers une banquette de bois libre et s'assirent. « Je m'appelle Marthe, je vais avoir 26 ans, j'ai été arrêtée il y a 7 mois. J'ai pu survivre grâce à mon amie, mais hier, elle est partie pour accoucher. Elle ne reviendra pas. J'ai appris des anciennes que les nourrissons, dès leur mise au monde, avaient le crâne fracassé ou étaient noyés. Mon amie n'a sûrement pas supporté le choc. Ici, il faut être 2, car quand je vais chercher la nourriture, tu dois garder la couchette et la gamelle, et vice-versa. »
Tu sais si on sort d'ici? Tout ce que je te conseille, c'est d'y croire, même si tout ici va te faire perdre espoir. Dors un peu. La journée de demain sera encore plus éprouvante que celle d'aujourd'hui. Bientôt, dans le camp, le hurlement des lapines va remplacer le murmure du vent et le bruissement des feuilles, car chaque nuit, des jeunes Polonaises âgées de 14-15 ans servaient de cobayes à des expériences chirurgicales. Il devait être 5 heures. Le ciel commençait à s'éclaircir. Julia et Marthe se tenaient au milieu des autres et depuis environ une demi-heure, on faisait l'appel. Les vivantes répondaient et les mortes laissaient l'appel dans le vide. Alors, les SS vérifiaient si le corps était bien là où il fallait entasser les cadavres de la nuit et, si par malheur on ne trouvait pas ce numéro, la responsable du baraquement était battue ou abattue. Ce matin-là, gisaient plus de 20 corps emportés par la nuit et, pendant l'appel, une dizaine tombèrent encore en silence. 2 heures plus tard, elles eurent droit à une sorte de soupe et puis elles furent dirigées en commando de travail. « C'est parti pour 12 heures de travail, dit Marthe à Julia. Un conseil, ne casse pas ton aiguille. » Et puis la marche reprit, dominée par un long silence de mort. Personne ne parlait, elles n'en trouvaient plus la force. Toute leur énergie et leur concentration étaient braquées sur le fait de ne pas tomber. Surtout, rester debout. Après une longue heure de marche, elles se retrouvèrent assises à coudre un uniforme allemand. « 5 mois passèrent ainsi, chaque journée pareille à l'autre, emplie de maladies, de misère, de mort. Julia avait perdu 20 kilos. Elle, qui était rondelette auparavant, était devenue un fil de fer, mais son ventre persistait à être rond. Ses règles n'étaient plus apparues depuis son arrivée au camp, comme pour toutes les autres femmes. On les avait rendues stériles en leur injectant un produit. Julia dépérissait de plus en plus. Marthe ne savait plus que faire quand un jour Julia la réveilla. « Marthe, je sens que quelque chose bouge dans mon ventre. Donne-moi ta main. » Elle mit la main de Marthe sur son ventre et celle-ci s'écria aussitôt. « Mais tu as un bébé, tu es enceinte. » Julia n'en revenait pas. Cette idée lui avait plusieurs fois effleuré l'esprit, mais elle l'avait effacée de sa mémoire car elle savait ce qui arrivait au nourrisson. Mais maintenant, une vie se formait vraiment en son sein. Elle oublia ses dires et reprit courage pour mettre toutes les chances du côté de cette petite vie naissante qui se battait avec elle. Pendant 4 mois, le camp redoubla d'horreur et de population. Les cheminées rejetaient nuit et jour cette fumée noire qui alourdissait l'air d'une odeur de chair brûlée. Désormais, elles dormaient à 4 dans une même couchette. Elles allongeaient les jambes à tour de rôle. Vu le surplus, les SS désignaient chaque matin 20 victimes pour la chambre à gaz. Et, un jour, Julia fut désignée, mais Marthe prit sa place et chuchota. « C'est mon cadeau de naissance. Je sais que le camp sera bientôt libéré. Bonne chance. » Elle fit signe à Julia de se taire. Julia devait ne penser qu'à son enfant même si le remords devait la suivre toute sa vie. Et protester les aurait toutes les 3 conduites à la mort. Elle suivit des yeux son amie et les larmes coulèrent sur ses joues. Elle lui envoya un baiser de la main et Marthe lui sourit, puis fut emmenée dans la petite cour.
De ce sourire, Julia se rappelle chaque fois que Bastien sourit. Il a maintenant 1 an. Julia a accouché dans les bras d'un Américain juste après sa libération en mai 1944. Bastien est né le jour où sa mère a dit « Je renais ». Pas un seul oiseau ne chante sur les arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer, il nous semble vivre en cage, au milieu d'un grand désert, aux terres de détresse, où nous devons sans cesse piocher, piocher. Le printemps refleurira, liberté, liberté chérie, je dirai tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi. Liberté, liberté chérie, je dirai tu es en moi, ô terre d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer, rêver, créer, aimer, rêver, créer.